Au début des années 1950, la Central Intelligence Agency cherche à étendre son champ de recherche sur les techniques de manipulation mentale, persuadée que l'URSS ou d'autres puissances rivales s'adonnent déjà à des expérimentations similaires. Dans ce climat de méfiance et de concurrence scientifique, le programme MK-Ultra prend forme et reçoit, dès 1953, un financement important destiné à explorer différentes pistes. L'utilisation de drogues psychotropes, les techniques d'hypnose, les méthodes de privation sensorielle et plusieurs autres approches visant à obtenir le contrôle d'un individu à son insu. Les responsables de la CIA souhaitent savoir si des substances telles que le LSD peuvent amener des sujets à faire des révélations confidentielles, à obéir plus facilement ou à perdre leurs repères. Tandis que MK-Ultra explore un vaste éventail de scénarios en laboratoire ou dans des unités secrètes, se met en place un sous-projet singulier, celui que l'on appelle Midnight Climax. Il s'agit d'un volet qui vise à tester les effets de ces drogues dans des conditions réelles, en dehors du cloisonnement habituel des laboratoires et sans obtenir le consentement des personnes ciblées. Les concepteurs de Midnight Climax pensent que la prise de LSD dans une atmosphère de détente ou de plaisir sexuel pourrait dévoiler des informations impossibles à obtenir autrement. Ils veulent aussi mesurer la façon dont cette combinaison peut favoriser la manipulation ou pousser à des confidences inavouables. Dans l'ombre, on dresse alors un dispositif clandestin, associant des lieux secrets, du personnel recruté à la limite de la légalité et des moyens financiers dissimulés dans les comptes du programme MK-Ultra. Cette initiative naît d'abord dans l'esprit de Sidney Gottlieb, chimiste en chef de l'Office of Technical Service de la CIA. Gottlieb est déjà un acteur central dans l'univers de MK-Ultra. Il supervise la mise au point des composés chimiques, gère les stocks de LSD et tente de déterminer les doses susceptibles de créer la confusion mentale chez des cibles non averties. À la tête de son service, il hérite également des travaux amorcés dans les projets Bluebird et Artichoke, deux programmes secrets précédents qui s'intéressent aux méthodes d'interrogatoire, à la recherche d'un sérum de vérité et à l'usage de divers barbituriques pour faire parler des prisonniers de guerre. Dans la continuité de ces expérimentations, Gottlieb estime que les conditions de la vie quotidienne, comme le cadre d'une rencontre intime, constituent un terrain idéal pour exacerber la vulnérabilité psychique. Il parvient donc à convaincre ses supérieurs de l'importance de mener des essais in vivo, hors des laboratoires traditionnels, pour observer ce qui se passe quand des individus ordinaires consomment à leur insu des drogues psychoactives pendant une sexante, soirée alcoolisée ou un rendez-vous galant. Les mémos internes, conservés un temps dans les archives de la CIA, affichent clairement ses ambitions. Étudier l'effet du LSD et d'autres substances sur des personnes non préparées, les placer dans un contexte de plaisir ou de relâchement afin de voir si la drogue couplée à la sexualité peut déverrouiller davantage de secrets. Les plans de Midnight Climax mentionnent également l'idée de vérifier si, sous l'effet combiné de ces deux facteurs, on peut pousser un individu à accepter des suggestions délictuelles, à avouer des éléments compromettants ou à exécuter des ordres qu'il refuserait en temps normal. Pour faire fonctionner un dispositif aussi sensible sur le territoire américain, la CIA sait qu'il lui faut une couverture solide et un soutien logistique éloigné de ses structures officielles. C'est ici qu'intervient le Federal Bureau of Narcotics, le FBN, une agence chargée de lutter contre le trafic de stupéfiants. La CIA utilise la compétence de certains agents du FBN pour approcher des cibles, négocier avec des intermédiaires douteux et gérer les aspects pratiques de l'opération. En théorie, le rôle du FBN consiste à combattre la vente de substances illicites sur le sol des États-Unis. Mais en pratique, il devient le bras opérationnel de la CIA dans l'installation de véritables laboratoires en situation réelle. L'agence de renseignement délègue la gestion quotidienne des lieux, le recrutement de personnes prêtes à administrer le LSD, ainsi que l'observation des cobayes. Officiellement, ces agents du FBN continuent leur mission antidrogue et conservent un statut légitime aux yeux de la loi. Dans les faits, ils consacrent une grande partie de leur temps à organiser des opérations non autorisées, justifiées par le besoin prétendu de protéger la sécurité nationale. George Hunter White, également connu sous le pseudonyme de Morgan Hall, se distingue comme la figure clé de ce dispositif sur le terrain. Agent du Federal Bureau of Narcotics, habitué aux infiltrations dans le milieu criminel, il sait recruter et manipuler des informateurs, nouer des contacts avec des proxénètes ou des trafiquants et gérer des opérations sous couverture.
Aux yeux des responsables de la CIA, il apparaît comme l'homme idéal pour ouvrir des appartements secrets, y installer le matériel de surveillance et s'entourer de complices capables de faire consommer, à l'insu de clients de passage, des doses variées de LSD. White contrôle ainsi directement toute la logistique. Il sélectionne les prostituées susceptibles d'attirer les victimes visées, leur explique comment verser la drogue dans des verres d'alcool, organise la décoration des lieux pour qu'ils ressemblent à de simples salons privés et supervise la transmission des données recueillies à Sidney Gottlieb et à son équipe. Officiellement, George Hunter White continue son travail de terrain pour le FBM, mais en coulisses, il transforme ces endroits discrets en zones d'expérimentation illégale. Le réseau de safe houses, autrement dit d'appartements sécurisés, se déploie d'abord en Californie, à San Francisco. La CIA et le FBN louent, sous de fausses identités, plusieurs espaces dans la ville, dont un situé au 225 Chestnut Street, sur Telegraph Hill, un quartier perché avec une vue dégagée et des immeubles relativement calmes. Les opérations s'étendent aussi jusqu'à Mill Valley, dans le comté de Marin, à quelques kilomètres au nord de San Francisco, toujours en Californie. Par la suite, l'expérience s'étend jusqu'à New York, pour vérifier si le même système fonctionne dans une mégalopole de la côte Est. Là-bas, les sous-locations sont conclues via des entreprises écrans, parfois sous couvert d'activités fictives de surveillance ou de conseil en sécurité. À chaque fois, il s'agit de demeures ou d'appartements anonymes, souvent dans des immeubles résidentiels qui ne suscitent pas de soupçons particuliers. La notion de safe house ne se limite pas à un appartement vide. À l'intérieur, on trouve du mobilier confortable, un bar bien approvisionné en alcool varié, un lit ou un sofa permettant des ébats, et une décoration volontairement érotique, conçue pour évoquer un lieu de plaisir ou un bordel semi-clandestin. Le FBN et la CIA tiennent à ce que l'atmosphère paraisse libertine mais sans excès tapageur, pour éviter d'attirer l'attention des voisins. En parallèle, l'équipe de White veille à installer tout un système d'enregistrement et d'observation. Les miroirs sans teint restent un élément fondamental de ce dispositif, car ils permettent aux agents postés de l'autre côté de voir et d'entendre tout ce qui se passe dans la pièce. Dans certains cas, on incorpore des micros dans les murs ou les lampes, reliés à des amplificateurs dissimulés, afin de capter clairement les dialogues. Les conversations, les réactions physiques et les déclarations des sujets drogués sont notées ou enregistrées sur bande magnétique, puis transmises dans des rapports codés destinés aux scientifiques de la CIA. Les budgets nécessaires à ces installations ne figurent jamais clairement dans les comptes officiels du gouvernement. Pour garantir l'opacité, l'argent transite via des fondations se présentant comme philanthropiques, ou bien grâce à des contrats de recherche fabriqués de toutes pièces. Les documents internes de la CIA, partiellement publiés des décennies plus tard, indiquent la création d'une série de sociétés fictives qui signent les baux de location et se chargent d'acheter l'équipement. Ce sont là des montages financiers destinés à brouiller les pistes, tellement efficaces que même certaines divisions de la CIA ignorent l'existence exacte de ces appartements, éparpillés sur la Côte ouest et à New York. Toute cette organisation fonctionne en permanence dans la clandestinité. À l'abri des regards officiels, les responsables s'efforcent de justifier l'opération au nom de la sécurité nationale, arguant qu'il faut comprendre pleinement les mécanismes de la soumission humaine sous influence de drogue. Pourtant, la méthode reste extrêmement discutable. Administrer à des inconnus un psychotrope puissant comme le LSD à leur insu dépasse largement le cadre d'un protocole scientifique éthique, d'autant que les cibles ne signent aucun accord. Malgré tout, dans le contexte tendu de la guerre froide, les autorités supérieures de la CIA ferment les yeux, persuadées que ces informations peuvent s'avérer vitales pour préparer une défense contre l'ennemi soviétique. Les responsables du programme se disent qu'il vaut mieux mener ces opérations discrètement sur le territoire américain que se faire devancer par des laboratoires étrangers. Les mémos précisant les objectifs soulignent l'évaluation de la désinhibition sous l'effet croisé d'un tranquillisant chimique et d'un environnement érotique. Il s'agit de déterminer combien de temps il faut au LSD pour désarçonner la réserve naturelle d'un être humain, et si la personne droguée peut accepter d'incriminer autrui, de divulguer des secrets, voire d'exécuter un ordre illégal. Sidney Gottlieb reçoit des rapports réguliers sur les avancées de ses tests, parfois de manière directe, parfois via une chaîne de transmission complexe. Dans ses contacts avec George Hunter White, il se montre particulièrement intéressé par la question du dosage. Il veut connaître la dose minimale susceptible de déclencher chez un individu des comportements inhabituels ou des confessions spontanées. Mais il cherche aussi à éviter les overdoses qui risqueraient d'attirer l'attention des autorités locales.
Il n'existe cependant aucune surveillance médicale sérieuse et les résultats restent très inégaux. Les notes internes font état de personnes réagissant vivement à de petites quantités, s'agitant ou brisant des objets, tandis que d'autres semblent moins sensibles et se contentent d'émettre des propos incohérents. Dans les lieux choisis par White, la drogue est généralement mélangée à de l'alcool, car un sujet déjà un peu ivre ne remarquera pas la saveur particulière du LSD ni son apparition progressive dans sa boisson. De leur côté, les prostituées qui participent à l'opération reçoivent l'assurance qu'elles ne seront pas importunées par la police locale du fait de leurs activités. White utilise son influence au FBN pour calmer d'éventuelles enquêtes ou couvrir les femmes qui l'assistent en échange de leur collaboration silencieuse. Elles sont instruites sur la marche à suivre pour administrer le LSD, puis quittent rapidement la pièce une fois la drogue ingérée ou restent pour favoriser un dialogue intime. Pendant ce temps, George Hunter White et d'autres observateurs se dissimulent derrière les miroirs, écoutent et notent la tournure de la conversation, l'aisance verbale, le degré de confiance que témoigne la victime droguée. Les appartements sont aménagés pour que tout se passe de la façon la plus naturelle possible aux yeux du participant involontaire. La vue sur San Francisco ou sur les rues de New York donne une illusion de quotidien banal, tandis que la personne ciblée ignore qu'elle est au centre d'une expérience secrète financée par la CIA. À mesure que ce réseau de safe houses se développe, la hiérarchie de la CIA veille à maintenir des barrières entre les différents segments du programme MKUltra. Tout est cloisonné. Certains agents se contentent de fournir le matériel, d'autres s'occupent du recrutement, et rares sont ceux qui possèdent une vision globale de ce qui se déroule précisément à San Francisco, à Mill Valley ou à New York. Les rares comptes rendus centralisés passent par des canaux fortement codés, et des termes neutres remplacent souvent la désignation explicite d'un emplacement. Sur les documents internes, on parle de sites expérimentaux ou de plateformes de test, afin de masquer la véritable nature de ces bordels clandestins. Les fonds arrivent par le biais de contrats de recherche factices, souvent octroyés à de supposées universités ou laboratoires privés, qui, en réalité, n'effectuent aucune étude formelle. Les individus investis du pouvoir de décision estiment que cette toile de dissimulation est nécessaire pour éviter non seulement la curiosité des médias, mais aussi toute enquête du Congrès ou de la police locale susceptible de dévoiler cette campagne de tests illégaux. Nous sommes en 1963 et l'inspecteur général de la CIA, John Ehrman, vient de remettre un rapport interne qui crée la stupeur parmi les officiers encore engagés dans la poursuite discrète du projet baptisé Midnight Climax. Il condamne fermement l'administration clandestine de drogue à des personnes qui ne se doutent de rien, et il s'interroge ouvertement sur la légalité et l'éthique de toute cette opération. Les conclusions de ce rapport suscitent des inquiétudes de plus en plus vives au sein de la CIA, car l'inspecteur signale que la pratique consistant à droguer à leur insu des sujets dans un environnement ample et ludique, tel qu'un appartement aux allures de maison close, n'a plus sa place dans une organisation qui commence à craindre les scandales et les éventuelles conséquences judiciaires. De nombreuses questions se posent alors. Comment justifier, au regard du droit américain, une pratique aussi risquée et moralement douteuse? Comment expliquer qu'au nom d'une recherche sur le contrôle mental et la manipulation, on ait pu verser des substances psychotropes dans les verres de citoyens? Comment continuer à financer et à dissimuler ces dépenses en puisant dans des fonds liés à MKUltra, alors même que l'intérieur de l'agence commence à remettre en cause la légitimité de ces entreprises secrètes? Il y a désormais une pression interne pour fermer ces safe houses qui servent de lieu de test, et cette pression se fait d'autant plus grande que les conclusions d'Ehrman ne laissent pas place au doute. Si l'opération est découverte publiquement, elle pourrait donner lieu à un scandale d'ampleur nationale, voire internationale, susceptible d'ébranler la confiance du public envers le gouvernement américain. Dans la foulée du rapport, la CIA entame alors un repli progressif. Les responsables de la division concernée reconnaissent qu'il est devenu trop dangereux de poursuivre des expériences qui mettent en jeu des actes illégaux et immoraux. Des discussions s'engagent sur la meilleure façon de démanteler les installations sans attirer l'attention des habitants du quartier et sans pousser les prostituées recrutées à trop parler. Les budgets sont progressivement réorientés et certains agents qui ont participé activement au programme sont invités, officieusement, à réduire leurs activités.
On donne l'instruction de ne plus louer de nouveaux appartements, de cesser tout nouveau recrutement et de se préparer à la fermeture. La décision se précise en 1963 même, et on assiste alors à un mouvement de repli tangible. Le personnel en place commence à comprendre que les jours de Midnight Climax sont comptés. En 1965, les appartements de San Francisco sont officiellement fermés, et nulle pancarte ne vient expliquer la raison à la population locale, pas plus que ne circulent d'informations officielles. Les prostituées qui avaient servi à attirer la clientèle ignorent en grande partie la portée globale de l'expérience à laquelle elles ont participé, et seules quelques rumeurs courent dans le milieu quant au fait que ces lieux étaient peut-être piégés par un service gouvernemental. En 1966, c'est au tour de New York de mettre fin aux activités des safe houses qui y avaient été établies. Les baux sont discrètement résiliés et les pièces sont vidées de leur matériel d'enregistrement. Les témoignages de certains anciens agents, recueillis bien plus tard, suggèrent que la fermeture de ces lieux se fait sans grande cérémonie. Quelques micros sont arrachés des murs, des miroirs sans teint sont retirés dans la hâte, et des cartons d'effets personnels sont emportés pour être entreposés ou détruits. Le fil se coupe alors sur une partie de l'opération, mais la question du devenir des preuves se pose aussitôt. Or, c'est en 1973 que survient un événement majeur qui va sceller le sort d'une grande partie de la documentation relative à MKUltra et, par ricochet, à Midnight Climax. Cette année-là, Richard Helms, alors directeur de la CIA, ordonne en effet la destruction massive de dossiers liés à ces programmes classés secrets. Les raisons de cette décision sont multiples. Le climat politique est de plus en plus tendu, la méfiance envers les agences de renseignement ne cesse de croître, et le risque de fuite semble devenir un véritable cauchemar pour les dirigeants de l'agence. Les ordres tombent, on détruit des documents, on brûle des rapports détaillés, on élimine toute trace de correspondance compromettante, on efface tout ce qui pourrait incriminer des responsables ou mener à une enquête de grande envergure. Les films qui ont été réalisés dans ces appartements bordels subissent le même sort, et avec eux, disparaissent potentiellement des preuves irréfutables de l'ampleur des expérimentations non consenties. Les listes de victimes, déjà partielles, se perdent dans ce grand effacement. Il n'existe plus de traces officielles permettant de déterminer précisément combien de personnes ont été exposées à des substances comme le LSD ou à d'autres psychotropes dans le cadre de ces tests. Les rares documents qui subsistent ne permettent pas de reconstruire l'intégralité des protocoles, ni de savoir combien d'hommes ont été ciblés dans ces appartements qu'ils croyaient privés. Les années passent, et certains des principaux instigateurs, à commencer par Sidney Gottlieb, restent en contact avec l'agence. Mais ils peinent à retrouver la moindre archive qui prouverait la manière dont les drogues étaient administrées, ni la fréquence avec laquelle on organisait ces sessions camouflées en rendez-vous galants. Les correspondances ultérieures avec Gottlieb, retrouvées dans des dossiers partiellement rendus publics par la suite, indiquent qu'au bout d'un certain temps, même la CIA ne sait plus exactement combien de cobayes ont été ainsi manipulés. Personne ne conserve de registre complet, et on se rend compte que, malgré la volonté de ne pas laisser de traces, les dégâts les plus graves portent autant sur les victimes que sur la propre mémoire de l'agence. Puis, au début des années 1970, la méfiance vis-à-vis du gouvernement et de ses institutions grandit encore sous l'effet du scandale du Watergate. Quand l'opinion publique découvre que des pratiques d'espionnage illégales ont eu lieu au plus haut niveau de l'État, elle commence à se demander jusqu'où la CIA peut aller et si d'autres abus ne seraient pas encore dissimulés dans les coulisses. Vient alors le moment où le Congrès et la Maison-Blanche décident de lancer des commissions d'enquête pour faire la lumière sur diverses activités secrètes des services de renseignement. La commission Church, créée par le Sénat et dirigée par le sénateur Frank Church, se met en quête de démêler les fils de plusieurs affaires suspectes, y compris MKUltra et ses sous-projets. La commission Rockefeller, mise en place par la Maison-Blanche, s'engage elle aussi à analyser le comportement des agences de renseignement. Progressivement, les membres de ces commissions entendent des témoins, passent au crible les documents qu'il reste, tentent d'obtenir la collaboration de responsables encore vivants ou de leurs héritiers. Sidney Gottlieb est interrogé sur ces méthodes, et même si George Hunter White, l'agent du Federal Bureau of Narcotics qui gérait concrètement les safe houses, n'est plus là pour s'expliquer, des documents posthumes viennent confirmer qu'il recevait régulièrement des fonds de la CIA pour couvrir des loyers, fournir de la drogue et rétribuer les prostituées. Dans l'enceinte du Congrès,
les sénateurs découvrent avec stupeur que la CIA a financé des appartements bordels où des hommes innocents et des délinquants mineurs consommaient malgré eux du LSD avant de faire l'objet d'observations clandestines. Les informations divulguées choquent une partie de l'opinion publique et la presse américaine, en mal de révélation depuis le Watergate, s'empare du scandale. Les journaux publient des titres accrocheurs. On parle de CIA Brothels ou de LSD Sex House, et ce vocabulaire, qui choque autant qu'il intrigue, attire l'attention de l'ensemble du pays. Les victimes de ce programme, dont la plupart ne soupçonnaient pas qu'ils avaient été drogués ou filmés, se sentent floués, trahis par leur propre gouvernement. Des articles détaillent comment la CIA a mené des expériences sur des citoyens ordinaires, enfreignant leurs libertés individuelles et portant gravement atteinte aux droits fondamentaux. Les discussions publiques se focalisent alors sur l'idée même qu'une agence fédérale, théoriquement chargée de protéger la sécurité nationale, puisse se livrer à des violations flagrantes du consentement. On interroge certains hommes qui pensent avoir été drogués dans l'un de ces bars ou dans l'une de ces maisons closes. Cependant, l'absence de preuves tangibles, la destruction des enregistrements et le peu d'éléments concrets à fournir compliquent sérieusement la possibilité de toute action en justice. Les rares victimes à se manifester se heurtent à un mur d'amnésie administrative. Plus personne ne détient de documents prouvant la date précise de leur passage, ni de relevé sur la dose de LSD qui leur aurait été administrée. Les agents impliqués préfèrent pour la plupart se murer dans le silence, et beaucoup ont déjà quitté la CIA ou le FBN, voire sont décédés. Certains conservent vaguement le souvenir d'avoir participé à des opérations d'infiltration, mais ils affirment ignorer l'ampleur exacte. Des expériences. Les commissions d'enquête sont confrontées à la difficulté de prouver les faits, surtout lorsque la majeure partie des archives a disparu. Finalement, il n'y a pas de véritable poursuite pénale qui aboutisse à une condamnation, et malgré l'indignation généralisée, la justice ne parvient pas à déterminer de responsables institutionnels clairs. Quant à la violation directe des droits constitutionnels, le 4e amendement, garantissant la protection contre les perquisitions et saisies déraisonnables, suscite de vifs débats. Certains juristes estiment que l'administration forcée de substances psychotropes sans mandat ni consentement constitue une forme particulièrement grave de violation de la vie privée. D'autres chercheurs et spécialistes du droit médical soulignent que le consentement éclairé, un principe fondamental dans toute démarche de recherche sur l'être humain, a été bafoué de manière systématique. Ils considèrent que l'atteinte portée à la dignité et à la santé des individus ne peut trouver aucune justification dans l'argument de la sécurité nationale ou de la recherche scientifique. Mais en l'absence de preuves formelles, de témoins fiables et de procédures suffisamment précises, les victimes ne peuvent qu'exprimer leur indignation sans obtenir de réparation concrète. Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, ne se doutent même pas qu'elles ont été impliquées. Les rares hommes qui témoignent publiquement disent avoir développé un sentiment d'angoisse ou de paranoïa durable, parfois sans savoir que le LSD pouvait en être la cause. L'affaire se dilue progressivement dans le flot post-Watergate, en même temps que le Congrès et la Maison-Blanche cherchent à corriger l'image des agences de renseignement par des promesses de réforme et de mise en conformité. Certains sénateurs recommandent un encadrement plus strict des opérations secrètes et des directives sont adoptées pour empêcher à l'avenir toute expérimentation sur des sujets non consentants. Toutefois, les séquelles de Midnight Climax demeurent irréversibles pour ceux qui ont subi, sans le savoir, l'administration de drogues puissantes. La majorité des responsables ayant piloté ces expérimentations sont déjà à la retraite ou décédés, et les procureurs éprouvent de grandes difficultés à monter des dossiers capables d'aboutir à des poursuites. La question morale reste donc en suspens. Comment un pays si attaché à la liberté individuelle et à la démocratie a-t-il pu laisser une telle opération se dérouler dans l'ombre? La réponse se trouve peut-être dans le contexte politique et psychologique de la guerre froide, où la peur de l'ennemi pousse parfois des institutions à franchir les limites légales et éthiques. Mais pour les historiens qui analysent l'héritage de ce scandale, c'est surtout la destruction délibérée des documents en 1973 qui empêche aujourd'hui de prendre la pleine mesure de tout ce qui a été commis. La CIA, ayant perdu une partie de sa propre mémoire, n'est plus en mesure de produire la moindre statistique fiable sur l'ampleur du dispositif. Ce qui en ressort clairement, c'est que l'opération, déjà peu scientifique dans sa méthodologie, a fini par nuire non seulement aux droits des individus,
mais également à la réputation et à la conscience collective d'une agence censée défendre la sécurité américaine. L'opinion publique internationale, lorsqu'elle découvre ces révélations, se montre à la fois fascinée et sidérée par l'idée qu'une organisation de l'État ait pu installer des bordels piégés pour étudier les effets du LSD, puis détruire plus tard presque toutes les preuves de ces agissements. Les commissions ont beau recommander davantage de transparence, beaucoup d'observateurs estiment que la confiance envers la CIA demeure entamée et que les failles juridiques ou éthiques mises en lumière par cette affaire n'ont jamais été entièrement comblées. Cet héritage continue d'alimenter des discussions sur la frontière entre la protection nationale et la préservation des libertés individuelles, et il sert parfois de rappel que toute agence gouvernementale, même investie d'une mission de sécurité, doit rendre des comptes sur ses pratiques et respecter les principes fondamentaux de la démocratie sous peine de déraper dans l'illégalité et l'arbitraire. Bien que divers articles, enquêtes journalistiques et témoignages aient tenté de faire la lumière sur la situation, le temps écoulé, le manque de preuves physiques et la mort de nombreux protagonistes empêchent jusqu'à aujourd'hui une pleine reconnaissance des méfaits infligés à des victimes dont l'identité demeure, pour la plupart, inconnue. L'affaire Midnight Climax, ainsi révélée par Bribes, se referme sur un sentiment d'impunité et sur le constat amer qu'une opération de cette nature, pourtant menée au cœur des États-Unis, n'aura jamais de véritable épilogue judiciaire, laissant seulement dans l'histoire le souvenir d'une dérive où la fin prétendait sans cesse justifier les moyens, et illustrant la facilité avec laquelle un gouvernement, sous le couvert d'une urgence liée à la guerre psychologique, peut transgresser les droits les plus élémentaires de ses citoyens.